Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, à quelques jours de la rentrée scolaire, l'intersyndicale des enseignants salue les engagements pris par le gouvernement, mais dénonce l'irrégularité des salaires dans plusieurs provinces, y compris les territoires occupés. Retour sur ces résolutions dans ce journal. Et puis le compte à rebours est lancé. La capitale congolaise s'apprête à accueillir une mission du FMI. Objectif, préparer la deuxième revue des programmes FEC et FRD, signée avec le gouvernement congolais. Pour ce faire, une réunion stratégique de la Troïka politique a été présidée ce mercredi. Le verdict était attendu ce mercredi 27 août dans l'affaire qui opposait l'ancien garde des Sceaux au ministère public. La Cour de cassation a renvoyé la décision à une date ultérieure, provoquant une attente dans le camp de la défense. Les avocats de l'opposant politique restent confiants et espèrent en un acquittement. Du côté des avocats de Constant Moutamba, ils ont réagi au micro de notre rédaction et espèrent à l'acquittement de leur client Constant Moutamba. Suivez à ce sujet Yves Kisombe qui a été joint par votre rédaction. Nous avons appris que la Cour de cassation avait besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner sa décision, peut-être au niveau de la motivation, peut-être simplement sur le plan général de la bonne administration de la justice. Nous faisons confiance à la Cour et nous attendons patiemment. Le ministre Moutamba attend sereinement que la justice dise le droit et nous sommes confiants. Voilà, nous avions aussi remarqué un important dispositif sécuritaire autour de la Cour de cassation. On aimerait avoir une réaction de votre part? Moi, je dirais simplement que d'un côté, la justice fait son travail, c'est un dossier de même nature que tout dossier pénal, parce que il y a une accusation, il y a une défense, et puis il y a un juge au milieu qui va vous départager. Nous sommes à la Cour de cassation parce que c'est un ancien ministre qui est jugé, c'est ce que la procédure prévoit, et nous sommes là en attente. Alors d'un autre côté, c'est évidemment un procès pas tout à fait comme les autres, puisqu'il s'agit d'un ancien garde des Sceaux, il s'agit d'un leader politique, et quand c'est une personnalité publique qui est jugée, un peu partout dans le monde, il y a un intérêt particulier de l'opinion, il y a de la passion de part et d'autre, des partisans et de ceux qui ne le soutiennent pas. Alors, ça crée une ambiance où il peut y avoir de la tension, je parle de tension, et nous, auxiliaires de la justice, par exemple avocats, mais tout citoyen responsable est acteur de maintien de l'ordre public, du respect de la loi. Et pour que tout se passe bien, les libertés fondamentales sont importantes, ça va être rappelé à tout le monde, la liberté d'expression, de manifestation, mais dans le respect de la loi et de l'ordre public. Évidemment, donc, Constant Moutamba condamne toute forme de dérapage, il n'a pas à encourager cela, il ne le fait pas. Pas de menaces, pas de propos offensants, nous sommes là pour rappeler cela. Donc, le respect des autorités judiciaires, c'est important. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais il faut respecter la voix populaire aussi lorsqu'il y a du soutien. C'est ce que je pouvais dire. Yves Kisombe, avocat de la défense, pensez-vous que votre client va s'en sortir? Je le crois fermement parce que je crois à son innocence, mais au-delà de ça, avec le détachement nécessaire, nous avons défendu sa cause, nous sommes confiants, nous attendons l'acquittement de Constant Moutamba dans le respect de la loi. Renforcement de la collaboration institutionnelle entre la Chambre haute du Parlement et le gouvernement. C'est dans ce cadre que le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Luando, a été reçu par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde. Mireille Ndeke pour ce reportage.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le pouvoir exécutif et la Chambre haute du Parlement, visant à assurer une meilleure coordination des actions législatives et gouvernementales. Les échanges ont porté sur plusieurs points clés, l'a renseigné le ministre des Relations avec le Parlement Guy Luando, à savoir la planification de l'agenda législatif pour les sessions parlementaires à venir, la nécessité d'une communication fluide entre les deux institutions et la mise en œuvre efficace des politiques publiques. Le ministre Guy Luando a exprimé la volonté du gouvernement de collaborer étroitement avec le Sénat pour garantir la réussite des réformes en cours et à venir. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, de son côté, a souligné l'importance d'une telle collaboration pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques du pays. Il a réaffirmé l'engagement du Sénat à jouer pleinement son rôle dans l'examen et l'adoption de lois, tout en assurant un contrôle parlementaire efficace des actions gouvernementales. Notre rôle, c'est d'assurer le pont entre le gouvernement et le Parlement, c'est-à-dire prendre les préoccupations du gouvernement et les amener au Parlement et vice-versa, pour qu'il n'y ait pas de tensions interinstitutionnelles. Donc, nous serons aussi appelés à fluidifier la communication institutionnelle, assurer les dialogues permanents. Donc, en marge de cette rentrée parlementaire, il fallait également déblayer les terrains. Il faut un travail politique, il faut un travail technique pour préparer cette session afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Cette rencontre marque une étape significative dans la consolidation des relations entre le Sénat et le gouvernement et témoigne de la volonté de deux parties de travailler ensemble pour le développement et la stabilité de la République démocratique du Congo. J'ai dit en titre, Kinshasa s'apprête à accueillir une mission du Fonds monétaire international du 4 au 10 septembre dans le cadre des préparatifs de la deuxième revue des programmes FEC et FRD conclus entre le gouvernement congolais et l'institution de Bretton Woods. Une réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba a permis de faire le point sur les préparatifs. Sylvie Mwembo, Ibrahim Chako. C'est une mission très attendue à Kinshasa du 4 au 10 septembre prochain. La capitale congolaise va accueillir une délégation du Fonds monétaire international dans le cadre de la deuxième revue de programme Facilité élargie des crédits et Facilité de résilience et de durabilité conclue avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Au cœur des discussions de cette troïka politique monétaire présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likundeli Boutaï, l'évaluation de la mise en œuvre des engagements pris par les deux parties. Le coordonnateur de la coordination technique de réforme, Félicien Moulenda, a rassuré les partenaires sur l'état des indicateurs macroéconomiques du pays dans un contexte sécuritaire difficile. Ceci reste ouvert avec à la clé un plan de trésorerie réaliste. Il doit prendre en compte ces différentes implications, à la fois des dépenses sécuritaires et de la suspension des cobalt, des différents allégements fiscaux qui sont donnés à la douane pour préserver les pouvoirs d'achat des populations. Et donc, il faut prendre en considération toutes ces implications-là pour construire un PTR réaliste qui fera l'objet des discussions avec les partenaires. De le 4 septembre, la mission s'ouvrira par une séance inaugurale présidée par le vice-premier ministre, ministre du Budget Adolphe Mozito et les ministres des Finances avant d'enchaîner avec des réunions techniques. Il faut signaler que la vice-ministre des Finances, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, les délégués de la présidence et de la primature ainsi que d'autres experts du gouvernement ont préparé à cette réunion stratégique qui s'est soldée avec une note de satisfaction et de mérite. La résilience des villes africaines face aux défis industriels et sismiques, c'est sous ce thème qui est célébré le 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique. L'objectif est de faire de l'Afrique un pôle d'excellence architecturale et de transformation urbaine. 40 pays prennent part à ces assises. Hérodis Kitutu pour ce reportage. Face à l'exploitation minière, à l'industrialisation rapide et aux catastrophes naturelles, les villes africaines se retrouvent confrontées à un défi de taille, celui de la résilience. Comment rendre les centres urbains capables d'absorber les chaos, de se relever et de se développer durablement? C'est à cette interrogation que tentent de répondre les architectes congolais et africains réunis à Kinshasa à l'occasion du 14e congrès de leur ordre. Au cœur des discussions,
les impacts visibles de l'exploitation minière sur l'environnement urbain, le risque de glissement de terrain, les inondations, mais aussi la pression que l'industrialisation exerce sur les infrastructures urbaines. Je lance un appel à nous tous, architectes, urbanistes, chercheurs, décideurs politiques et partenaires au développement, pour que nous travaillions main dans la main afin d'inventer les villes africaines de demain, des villes capables de protéger leurs habitants, de stimuler la croissance et de garantir une meilleure qualité de vie, tout en veillant sur les éléments importants de l'indice de développement humain. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières qui a lancé les travaux de ce congrès des architectes. Il est attendu une déclaration collective de Kinshasa sur la résilience des villes africaines, affirmant que cette résilience doit devenir un impératif stratégique et éthique. De même, des recommandations sectorielles seront formulées pour orienter la politique urbaine en s'appuyant sur des données probantes et adaptées aux réalités variées de nos villes. L'enjeu est de bâtir des villes vivables, durables et capables de résister aux crises de plus en plus fréquentes. Sachez également que le ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap plaide pour la construction des infrastructures adaptées pour les personnes vivant avec handicap. Plaidoyer fait auprès du ministre des Infrastructures et Travaux publics. John Banza a par la suite reçu un élu de la province du Kasaï. Reportage. Des grosses têtes d'érosion dérangent de plus en plus le territoire de Louébou, dans les Kasaï, qui continue de ravager deux habitations, écoles et hôpitaux. L'alerte vient d'être lancée par le député national Olivier Tombé au ministre des Infrastructures et Travaux publics. Ce député national sollicite l'implication personnelle de John Banza pour maîtriser tous ces ravins afin de sauver des vies humaines. Le cimetière de ravins de tout part, nous n'avons où actuellement placer la tête. L'excellence, après nous avoir écouté, j'ai vu une personnalité éprise d'écoute et de détermination. Une autre alerte lancée au ministre des Infrastructures, c'est celle du gouverneur du Nord Ubangi. Ce dernier vient de tirer la sonnette d'alarme sur le manque d'infrastructures routières dans sa province. Il a également plaidé auprès de John Banza pour la réhabilitation urgente des routes reliant Yakuma, Moba-Mbongo, Bosobolo et Businga. Des routes aujourd'hui totalement délabrées. Une réhabilitation rapide s'impose pour désenclaver la province et aussi relancer son développement, a-t-il ajouté. Un autre plaidoyer déposé ces jours sur la table du patron des infrastructures, c'est celui de la construction des infrastructures adaptées pour les personnes vivant avec handicap. Un plaidoyer fait par la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap, Irène Sambodiata, dans la construction des bureaux devant abriter la nouvelle administration des personnes vivant avec handicap. En réponse, le ministre John Banza a mis en place une commission mixte composée d'experts des deux ministères. Celle-ci aura pour mission de collecter des données nécessaires avant une descente conjointe des deux ministres sur le terrain, prévue déjà la semaine prochaine. Sachez également que l'Agence congolaise des grands travaux a reçu ce mercredi la visite de Jean-Claude Tshisekedi. Ce responsable s'est rendu sur le chantier des rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Robert Kalimba et Nadine Kilosho. La visite a débuté au PK35 plus 260 de la rocade sud-est sur l'avenue Djokou où les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Covec. Sur place, le directeur général de l'ACGT, Nico Nzaounzaou, accompagné des responsables des entreprises PK et CISC SA, a présenté plusieurs cartes stratégiques. Ces cartes ont mis en lumière l'importance des corridors routiers en Afrique, essentiels pour l'exportation des minerais du Katanga via la route nationale numéro 1 jusqu'au port de Banana dans le Congo central. Le même schéma s'appliquerait au transport du diamant au centre du pays vers l'Atlantique. La délégation s'est ensuite rendue au PK18 plus 000 où un pont est en construction sur la rivière Ndjili. Une étape cruciale marquée par la pose des poutres. Prochaine étape, la base vie de Covec au PK13 plus 800 avant d'atteindre la rocade sud-ouest à Mitendi, futur site d'un échangeur à 3 niveaux, évitant tout conflit de trafic entre les deux axes majeurs.
À l'issue de cette mission, Jean-Claude Tshisekedi a salué les efforts fournis et réaffirmé l'importance de ces projets pour désengorger Kinshasa et booster le développement du pays. L'infrastructure qui sera utile déjà pour désengorger la ville de Kinshasa, d'après ce que j'ai vu, d'avoir une circulation beaucoup plus fluide dans une grande ville, permet de perdre beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de temps déjà. Le temps c'est de l'argent, comme dit l'adage. J'ai vu aussi que sur la carte qu'on m'a présentée avant la ronde ici que j'ai fait, diverses voies de communication seront bâties. Le Congo n'a pas de voie de communication. Et alors maintenant on pourra faire venant de l'Afrique australe, aller jusqu'en Afrique du Nord en passant par le Congo. Et c'est un mot que je dis pour ceux qui disent qu'il ne fait rien. Il est en train de bâtir une infrastructure. Les projets prioritaires sont appelés à se conclure d'ici 2027. Comment sortir du piège de la dette et redonner espoir aux générations futures? C'est la question au cœur de la 5e conférence africaine sur la dette et le développement qui s'est ouverte à Accra. Des travaux organisés par le Forum africain et Réseau sur la dette et le développement. Un reportage d'Éric Kabamba. À Accra, capitale du Ghana, l'Afrique élève la voix contre le poids écrasant de la dette. Ici, s'est ouverte la 5e conférence africaine sur la dette et le développement organisée par le Forum et le Réseau africain sur la dette et le développement Afrodad en partenariat avec IDIS et la campagne Stop the Bleeding. 3 jours de débat autour d'un thème fort, la crise de la dette en Afrique, une analyse du cadre de réparation et de la justice réparatrice. Aujourd'hui, on parle des pays endettés, surendettés. Mais la question est-ce que la dette existe réellement ou pas? Question mark. C'est très important que les gens comprennent, particulièrement mon pays, qu'aujourd'hui on parle de la justice réparatrice. Il n'y a aucune dette. L'Afrique ne doit rien au monde. Par contre, c'est le monde qui doit en Afrique. Créé il y a plus de 20 ans, l'Afrodad, les forums et réseaux africains sur les dettes et le développement mènent ces combats au nord du continent pour replacer la justice et les réparations au cœur de la gouvernance mondiale de la dette. Il va se tenir à Bruxelles le 1er octobre prochain une conférence internationale intitulée « Pour une paix durable en RDC ». Les députés du Parlement européen ont adressé une invitation officielle à quelques compatriotes congolais afin de prendre part à ces assises. Un reportage de David Mobenga. Pour la paix des nations et continents, accrédité à l'Union européenne, je vais permettre de vous envoyer cette invitation, de vous remettre solennellement cette invitation qui a été signée par les députés européens, M. Thierry Mariani et Mme Virginie Georges. C'est en ces termes que le directeur général de la paix du CULPAC, Daniel Santubiko, s'est exprimé en remettant l'invitation officielle des députés européens au directeur général de l'OGFREM, William Kazumba Mamboyo, pour participer à la conférence internationale sur la paix durable en République démocratique du Congo qui se tiendra à Bruxelles le 1er octobre 2025. Cette initiative est le fruit de son engagement et son soutien à la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, et du gouvernement dans leur combat pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Cette invitation est le couronnement du travail abattu par cette direction générale et par cet organe de consolidation de la paix durable en République démocratique du Congo. Le Congo n'agresse personne. Nous sommes entourés par plus de 9 pays, mais avec qui nous rêvons que l'entretien de bonnes relations diplomatiques et des relations, des rapports de bon voisinage. Et nous ne comprenons pas pourquoi il y a des morts de trop, des morts innocents au Congo, parce que certains pays frères, certains pays voisins. Signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la formation professionnelle et l'Institut de Shandong Business. Ensemble, ils ont validé le plan d'action 2025-2027 relatif au mémorandum d'entente signé à Yantai en novembre 2024. Il s'agit d'un plan d'action élaboré par différents experts sur une coopération gagnant-gagnant. Ces plans d'action élaborés de commun accord par les experts de des institutions s'inscrit dans la continuité des mémorandums d'attente signés à Yantai, Chine, en novembre 2024, lors de la mission du ministre d'État
en marge de la conférence mondiale sur le développement de l'enseignement professionnel et technique tenue du 20 au 22 novembre 2024 à Tianjin. La cérémonie de cette signature s'est déroulée en présence de la secrétaire générale et de l'inspecteur général de la formation professionnelle, du directeur de cabinet du ministre d'État ainsi que quelques conseillers sectoriels. Cette signature marque une étape décisive dans la mise en œuvre des engagements bilatéraux. Le plan de chronomètre, quelques tâches ou mieux des étapes à suivre, notamment la réalisation conjointe de projets de formation et de recherche, les échanges de formateurs et d'apprenants, la co-construction de filières spécialisées et des contenus pédagogiques, pour ne citer que cela. À travers cet engagement, les deux parties ambitionnent de faire de la coopération sino-congolaise un modèle de référence pour d'autres coopérations bilatérales sino-africaines en matière de formation professionnelle et technique. Dans la droite ligne de la vision d'Étienne Tshisekedi ou Amulumba Sphinx de l'IMET et en soutien à la politique de la gratuité de l'enseignement de base prônée par le président de la République, la députée nationale Antoinette Samba a remis un lot de kits scolaires à 1000 ménages de la commune de Ngalema. Mireille Ndeke était présent. Des fournitures scolaires pour plus de 1000 familles, Antoinette Samba Kalambay les a remis comme dans ses habitudes dans la commune de Ngaliema. Parmi les objets classiques remis, on peut apercevoir des cahiers, stylos, crayons, sacs et lattes. En posant cet acte, l'élu de la Lukunga dit soutenir la vision du président de la République par l'instauration de la gratuité de l'éducation de base sur toute l'étendue du territoire national avant d'annoncer qu'il y a de cela plusieurs années qu'elle a pris la décision de faire des dons en termes de fournitures scolaires aux parents et élèves de sa circonscription électorale. Tour à tour, par appel nominal, ces différentes bases de la commune de Ngalema, en l'occurrence la base de Montfleury, Malueka et tout le reste des quartiers de la dite commune, Antoinette Samba a remis à main propre des colis. Conformément à l'article 43 de la Constitution de 2006, la gratuité et l'obligation de l'enseignement à l'école primaire a été consacrée déjà à l'époque. Et depuis 2019, nous avions pris l'option d'accompagner le chef de l'État, d'accompagner les parents qui ont des enfants en bas âge qui doivent aller à l'école, en mettant à leur disposition des fournitures scolaires. Dès la réception, la population tressaillant de joie a manifesté son contentement par des chants et acclamations. Et de son côté, le haut représentant du président de la République a aussi remis aux orphelins de l'orphelinat Semapar des vivres et des fournitures scolaires en prélude de la rentrée scolaire. Malumbela et Elitumba. Au-delà des liens affectifs, la survie au quotidien reste le principal souci existentiel pour les enfants en carence d'autorité parentale. C'est dans le but d'améliorer le quotidien des orphelins que le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, a répondu aux besoins de base de ses enfants à travers cet élan de solidarité et de générosité. Cet acteur politique a délégué une équipe qui a acheminé ses dons composés de vivres et des biens non alimentaires à l'orphelinat Semapar situé dans la commune de Bumbu. Dans ces lots, Tony Kankushiku a offert des fournitures scolaires pour un soutien éducatif. Nous sommes réunis aujourd'hui par le biais de notre autorité morale, mais c'est Tony Kankushiku. Nous lui avons fait part de notre préoccupation par rapport aux enfants qui sont dans des conditions un peu difficiles, notamment ce qui concerne la scolarité. Parce que nous voulons que le peuple congolais ou le jeune congolais puisse avoir un rêve. Pour qu'un enfant puisse avoir un rêve, il faudrait que le minimum de structures soit établi. Donc c'est ce qui nous a conseillé, de ramener, c'est ce que nous avons ramené, les fournitures scolaires, quelques denrées alimentaires. Cela permettra aux enfants de vivre comme tout autre enfant. Un moment empreint de joie et de gaieté de la part des bénéficiaires et des responsables de cet orphelinat Semapar qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du bienfaiteur Tony Kankushiku. Zopesa vraiment merci ebele par papa Tony Kankushiku pour mon témoin là ici. Ce geste combien louable a ainsi insufflé un vent d'espoir et de bonheur. Le haut représentant du chef de l'État a promis de poursuivre ses actions dans d'autres établissements d'accueil.
J'ai dit tantôt, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale s'est réunie en Assemblée générale pour évaluer l'exécution des engagements pris par le gouvernement de la République lors des commissions paritaires. Toutefois, elle reconnaît quelques avancées faites par le gouvernement, notamment le paiement des 100 000 francs congolais, la généralisation du régime contributif des soins de santé, des efforts jugés insuffisants face aux nombreuses revendications. Anastasie Ndoumbo pour ce reportage. L'intersyndicat des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale a tenu une assemblée générale en prélude de la rentrée scolaire qui s'approche en vue d'évaluer les niveaux d'exécution des engagements pris par le gouvernement congolais lors des assises des commissions paritaires de Bibois et de Bouela Lodge. Le gouvernement de la République a répondu partiellement à certains engagements tels que les paiements, bien qu'en retard, de la totalité des 100 000 francs congolais, la généralisation du régime contributif au profit des soins de santé des enseignants à la mutuelle de santé et la mise en place de la commission interministérielle, bien que son fonctionnement est suspendu. Outre, l'intersyndicale sollicite la prise en compte des desiderata des enseignants de la République démocratique du Congo. La non-uniformisation de la prime de la gratuité au primaire, l'augmentation du salaire, voire troisième palier, les paiements discriminatoires de la prime pour fonction spéciale aux inspecteurs et primes spéciales en faveur des agents administratifs d'appoint de l'inspection générale, l'irrégularité de la paie des enseignants dans plusieurs provinces éducationnelles et celles des territoires occupés. Par ailleurs, l'intersyndicale salue la ferme volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel qu'exprimé lors du Conseil de ministres du 22 août 2025. Vers une nouvelle gouvernance minière en RDC, l'atelier stratégique sur la gouvernance minière va permettre de jeter les bases de cette nouvelle approche. C'est le ministre des Mines, Louis Watoum, qui a procédé au lancement de ces assises. Cédric Enena nous en dit plus. Il s'agit ici d'un atelier stratégique consacré à la gouvernance minière en République démocratique du Congo. Initié par les comités des crises pour la paix et la sécurité, avec l'appui de la GIZ, ces assises de 2 jours visent à consolider les recommandations issues du dialogue national sur la gouvernance minière, tenu en avril dernier. Devant plus de 60 participants issus des institutions étatiques, la société civile et des partenaires techniques, les ministres des Mines, Louis Watoum Kabamba, qui a lancé ces travaux, a salué l'engagement du président de la République à faire du secteur minier un levier de prospérité, de paix et de souveraineté nationale. Je voudrais ici saluer le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du secteur minier un levier stratégique de croissance, de prospérité et de souveraineté nationale. Le chef de l'État nous rappelle sans cesse que les ressources naturelles, et particulièrement nos minerais, ne doivent plus être synonymes de malédiction, mais au contraire devenir des catalyseurs de stabilité, de paix et de développement durable. Autre objectif, jeter les bases d'une gouvernance minière responsable, inclusive et transparente au service de la population congolaise et de la stabilité de la région des Grands Lacs. Nous avons estimé qu'il fallait renforcer ce travail afin que les experts, n'est-ce pas, au niveau étatique et la société civile puissent trouver des voies et moyens pour creuser davantage et mettre en place un comité national de suivi des activités minières. Ces travaux se poursuivent jusqu'au 28 août et leurs conclusions viendront alimenter les réformes structurelles déjà engagées dans les secteurs miniers. Le Fonds social de la RDC a procédé au lancement de la campagne agricole A 2025. Philippe Ngwala, coordonnateur de cette structure, et le ministre provincial en charge de l'agriculture ont fait le déplacement du village Kimayala dans la province du Congo central. Commentaire, Edith Chala. Le Fonds social de la République démocratique du Congo, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a lancé, dans le cadre du projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture, les préparatifs d'un tournant décisif pour le monde rural, la campagne agricole saison A 2025.
Placée sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cérémonie était présidée par Philippe Ngwala Malemba, coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, en présence de Joël Kabena, coordonnateur adjoint du Fonds social de la République démocratique du Congo, et Fiston Lubaki, ministre provincial de l'Agriculture, représentant le gouverneur du Congo central, empêché. Grâce au PTA, le chef de l'État a fait en sorte qu'aujourd'hui la RDC soit capable de produire, de transformer, de commercialiser ses produits aux normes et aux exigences et standards du commerce international. Sous les regards bienveillants des chefs coutumiers, le territoire, la terre de Madimba, devient ainsi un modèle de réussite agricole, non seulement pour le Congo central, mais pour les autres provinces de mise en œuvre du projet, à savoir le Kasaï oriental, le Maïndombe, le Kwango, la Lomami et le Sud Kivu. Des initiatives de réconciliation se multiplient au sein du parti présidentiel. Des conseillers du chef de l'État ont rencontré à huis clos le secrétaire général adjoint Deo Bizibou pour réfléchir sur des mécanismes concrets susceptibles de mettre fin aux tensions internes qui menacent la cohésion du parti. Joël Makela et Joséphine Diondo. Les tractations se poursuivent dans le but d'aplanir les divergences internes qui fragilisent la cohésion de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Dans cette dynamique, quelques cadres de l'UDPS, aujourd'hui conseillers du président de la République, ont rencontré le secrétaire général adjoint du parti, Deo Bizibou. Nous sortons avec un esprit positif. C'est une démarche qui n'est pas facile. Mais nous savons que les uns les autres, ce qui nous réconforte, c'est que tout le monde comprend la situation que traverse le parti actuellement et que tout le monde veut que ça cesse. Une réunion placée sous le signe du dialogue et du respect des textes fondateurs. Après notre entretien, nous nous sommes dit la porte de sortie, c'est le respect des textes qui régissent notre parti. Nous avons eu l'équitis de part et d'autre, que notre démarche était une démarche qui va aboutir à remettre le parti dans son fonctionnement habituel. À l'issue de cette rencontre, les hôtes de Deo Bizibou vont se concerter afin de proposer des mécanismes concrets pour mettre fin à la crise qui secoue cette formation politique. L'Égypte s'engage à renforcer ses interventions dans le secteur environnemental. La ministre de l'Environnement a eu des échanges avec l'ambassadeur d'Égypte sur les projets financés par son pays. De leur côté, le gouverneur de la province du Maïndombe a partagé l'expérience de sa province face au marché de carbone. Un reportage de Nicole Sessep et Guylain Kassou. Pour ce premier contact, la ministre de l'Environnement et Développement durable, la professeure Marie Nyangendambo et l'ambassadeur d'Égypte ont évalué les différents projets de coopération entre l'Égypte et la RDC dans les secteurs de l'environnement. La question de l'irrigation de l'eau sur le continent en général et en particulier entre les cours d'eau des deux pays était également abordée. Les interventions de l'Égypte sont visibles dans la gestion de l'eau et le renforcement de la résilience face au changement climatique prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, étant donné la richesse en ressources naturelles de la RDC et le rôle vital du Nil pour l'Égypte. Le traitement des déchets sur place en RDC était au centre des échanges entre la professeure Marie Nyangendambo et la délégation de la firme Intertech conduite par son manager Marcel Compaoré. Le Maïndombe, une province solution grâce à la richesse de ses forêts et sa contribution au marché carbone. Au cours de l'entretien avec la ministre Marie Nyangendambo, le gouverneur Kosso Kevani Lebon a fait savoir que le Maïndombe est la première province de la RDC à expérimenter le mécanisme du crédit carbone en partenariat avec l'entreprise ERA Congo. Selon la vision du chef de l'État qui fait de la gestion responsable des ressources naturelles un pilier de sa politique. Les autorités traditionnelles de la province du Kasaï ont remercié le chef de l'État pour avoir porté le choix sur l'une des filles de l'espace Grand Kasaï à la tête de ces ministères combien stratégiques.
Et en nouvelle, Guy Kabombo Mondiavita est en mission officielle dans le cadre d'une tournée sécuritaire nationale qui vise non seulement à consolider la présence de l'État, mais surtout se rendre compte des conditions de vie des militaires. Le vice-premier ministre en charge de la Défense est arrivé à Kindu, dans la province du Maniema. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, rédigé par Gauthier qui assiste sur la direction d'Oscar Mbalkaï. Je suis supervisé par Jacques Kabwabwa. Myrène Deke était à la coordination. Patrick Kachala et Ramadan Poki l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h avec Robert Delchisense. Et moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir.